أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Bienvenue dans ce dernier numéro de Point Hebdo de l'année Jérien 1447J. Au sommaire, 3 sujets à décrypter. Déguerpissement à Abidjan, l'État peine-t-il à faire respecter les fondamentaux des populations? On va répondre à cette problématique au cours de cette émission. En deuxième sujet, mondial en Amérique, une fête mondiale contrastée par le trumpisme à travers son clan MAGA, Make American Again. Et la France face au démon du racisme, un vivre ensemble défiguré. C'est le troisième sujet pour analyser et commenter ces 3 sujets. El Hadj Abaïbou Kamaraté, écrivain spécialiste des droits de l'homme. El Hadj Abaïbou est auteur de l'ouvrage CENU, une symphonie inachevée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai oublié l'autre ouvrage de chez vous, du côté du Baribor. Ouais. Tu peux rappeler le titre? C'est Banakia Isukura. Ah d'accord. Il y a un troisième qui se prépare, je pense. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Dieu nous aide. Inch'Allah. Docteur Nourdine Youlé, il est expert et analyse en communication politique et communautaire, écrivain et conseiller technique à la Commission nationale des frontières. C'est bien cela? Bien ça, oui. Inch'Allah. En tout cas, bonne arrivée. Merci beaucoup. Et puis félicitations pour tout ce que vous faites à travers nos frontières. Et salam alaikum à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Normalement, on devait avoir docteur Siandou Amadou Konaté qui malheureusement, pour des raisons familiales, est allé à Dabakala pour le Edilado de sa mère, à qui nous souhaitons bonne arrivée. Téléspectateurs, depuis le début de juin, des secteurs du district d'Abidjan, dits des secteurs dangereux, on va dire, sont déguerpis à Port-Boué, Yopougon et Koumassi. La dernière commune, précisément au quartier Félix Oufouette-Boigny, appelée de façon triviale campement, fait couler beaucoup d'encre, avec le communiqué du procureur mettant en doute la légalité de ce déguerpissement. L'État peine-t-il à faire respecter les fondamentaux des populations? On va suivre ce reportage de Vassi Fofana qui a réalisé ce micro-trottoir où la population ivoirienne donne son avis. Cette émission est réalisée par Hassan Traoré Métogra. D'autres sont sortis aller au travail et puis bon, derrière eux, on vient casser actuellement. Bon, ça sert à quoi de casser les maisons des gens actuellement? Et puis, avec le temps de pluie actuellement, là, c'est pas joli à voir. Hein. Essayez de revoir ça, quoi. Le seul conseil que je peux donner aux autorités, c'est de demander les avis des personnes qui sont dans la maison, de voir où ils vont aller être logés avant de casser les maisons. Pour les démolitions des maisons, à mon avis, je vois que cela n'est pas une bonne chose. Parce que je remarque qu'actuellement, nous sommes dans un temps de pluie. Ce n'est pas agréable pour la population. Toutes ces personnes iront où? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plein de jeunes volent. On ne peut pas faire sortir au moins 1000 personnes en soi disant que le terrain appartient à un seul individu. On met les familles dans la rue, les enfants sous la pluie en soi disant que le terrain appartient à quelqu'un. Mais ce n'est pas sérieux. Quand on voit anciens ferrailles, ils sont là à construire des magasins. Anciens Makassi, ils sont là à construire des magasins. Pharmacie Agban, ils sont là à construire des magasins. Mais les gens ils étaient là-bas avant. Mais en ce moment-là, c'est quoi? Il y a une manière de faire les choses. Nous sommes des humains. La seule partie qui nous appartient là, c'est où on va aller se coucher demain. Ça, faut penser. Mais ces gens qui sont dehors là, comme ils vivent avec les enfants, ils sont dans les écoles. Il n'y a pas la guerre, hein, mais ils sont dans les écoles parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de vendre leur terrain pour pouvoir s'enrichir. C'est tout, sinon il n'y a pas autre truc. Vraiment, casser la maison des gens, c'est pas normal. Parce que pour casser la maison de quelqu'un, il faut l'avertir d'abord. Il faut le loger où il doit aller. C'est des pauvres. Ils n'ont pas les moyens pour aller se mettre dans les villas, dans les châteaux. C'est là-bas et ils se débrouillent. Pour les déloger, là, on va doucement. On ne fait pas avec la violence. Ils ont cassé à Tekoubé. Je suis revenu en famille à Yopougon encore, ils ont cassé. Alors je suis dans la rue. Voilà, retour ici au studio Cheikh Abaka Fofana. El Hadj Abaïbou, quel regard portez-vous sur ce déguerpissement qui ont lieu actuellement et pourquoi des sons discordants entre certains élus dans le process? A'udhu billahi sami'ul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Personnellement, quand je regarde un peu ces éléments, les destructions
qu'elle soit au compte d'une personne privée ou c'est fait par l'État, entre parenthèses, quand je dis l'État, contrairement à ce que j'entends très souvent, dans beaucoup de discours, l'État, ça résume au président, au gouvernement, alors que l'État, c'est toutes les entités. Le gouvernement, toutes les institutions qui parlent au nom de la République. Tout ça, c'est l'État. Donc, quand je dis l'État, ce n'est pas que le gouvernement. Ce sont les mairies, donc, que le déguerpissement ait été fait au compte d'un individu, c'est-à-dire du patrimoine privé, ou de l'État, le premier élément que je vois, c'est moins la destruction que la misère de ceux qui vivaient dans ces quartiers. C'est vraiment ça qui me vient comme premier élément. Parce que je me dis, honnêtement, quelqu'un qui a des moyens, il lui sera difficile d'aller vivre dans ces endroits-là. Donc, ils vivent déjà dans une situation psychologiquement difficile. Et que je ne vois pas de mécanisme qui vient mettre cet élément-là en valeur. Donc, il y a des obligations de l'État, un certain nombre de choses, la sécurité des personnes, le plan de la ville, il y a un certain nombre de contraintes que l'État a, mais au niveau de ces contraintes aussi, c'est la vie de ces individus-là. Or, dans tout ce qu'il y a eu, jusqu'à présent, à mon avis, que ce soit les décrètements, il y a eu 2 ans, ou GESCO et autres, je n'ai pas senti qu'on ait pris en compte que ceux qui sont là ne sont pas là pour le bon vouloir d'y être. Je n'ai pas vu qu'on ait mis en place je n'ai pas senti une volonté de dire voilà des citoyens qui sont dans des difficultés, il faut qu'on les sorte de ces difficultés-là. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est dans une zone, qu'on lui donne 200 000, même 1 million d'éguerpissements, on ne sort pas de sa situation. Parce qu'avec ça, il ne peut pas voir ailleurs. Donc le problème, pour moi, il est un peu profond. Il y a des contraintes sécuritaires. Il y a des contraintes. L'État a le droit de sauver la vie des gens. Donc ils sont dans des zones à inondation haute. Donc il y a une obligation. Mais en même temps, parce que certains se disent, si je sors ici, que je vais dans la rue, c'est pour mourir aussi. Une mort, c'est une mort. Autant rester ici, plus que d'aller vivre dans la rue. Mais quand on écoute, avant de permettre à Nourdine de réagir, on voit que les gens, on a l'impression que la population, souvent, elle est surprise par les démolitions et que ceux qui viennent enlever ce qu'on doit enlever n'ont aucun pitié, c'est-à-dire ils ont reçu les ordres et puis bon, on a l'impression que dans ces quartiers-là, les gens ne sont pas organisés à discuter avec l'autorité qui est venue faire ce travail, de sorte à ce que ça se fait de façon humaine. C'est l'impression que nous avons. Ça aussi, c'est encore un autre élément que je veux. Bon, peut-être que je ne vais pas aller en profondeur là-dessus. C'est l'écart qu'il y a entre les institutions étatiques issues de la colonisation et la société réelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, moi j'ai un titre foncier, le gars dit, ben, mon grand-père était ici depuis des siècles. On n'a jamais eu de papiers. Il ne voit pas pourquoi toi, tu peux avoir papier, la loi te donne la raison, mais lui, en tant qu'individu, il ne voit pas cette raison. C'est très profond, ça. Il ne voit pas cette raison. Donc, ceux qui sont dans ces zones à difficulté, on connaît bien notre société. Ils vivent quasiment à l'écart, j'appelle ça, de ce que je peux appeler la société structurée. Et quand la société structurée vient avec son ordre, ça les dérange. Et on les met de l'autre côté. On reviendra avec vous. Alors, Nourdine, en attendant, demande la réalisation de nous faire défiler quelques images de Koumassi, etc., de zone 4, on va dire Vridi Zimbabwe. Allez-y, on vous écoute, votre analyse et votre commentaire. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wassalam ala rasulullah. Bien, je pense que je remercie déjà Elijah Abba Ebou d'avoir mis l'accent sur la question, la dimension sociale de ce phénomène. Parce que d'abord, la première des choses qu'on doit comprendre,
qui est une raison un peu structurelle. Nos pays en Afrique sont dans une dynamique d'urbanisation. Et malheureusement, vous savez que dans beaucoup de nos villes, les gens se sont installés en ignorant même, j'allais dire, les règles d'urbanisation. Ou bien, on peut même le dire, les gens se sont installés avant que, disons, toutes les règles d'urbanisation les trouvent là. Généralement, les règles d'urbanisation viennent trouver les populations déjà installées. Et parfois, si une route doit passer par ici, des caniveaux doivent passer par là, ou bien qu'il doit y avoir l'installation d'une infrastructure publique, on est obligé de détruire. Ouais, c'est la problématique qui se pose aujourd'hui. Et là, se pose la question du droit. Comme l'a dit tout à l'heure l'aîné, les gens s'installent, mais il y a la question de leur légitimité à occuper ces terres. Puisque quand même, quand quelqu'un fait 30 ans, 40 ans, 50 ans quelque part, on ne peut pas dire, comme il n'a pas de papier, on doit le déguerpir. Il y a cette dimension, l'État est là pour tout le monde, pour, j'allais dire, prendre en compte la préoccupation des uns et des autres. Ouais, par exemple. Docteur, mais sachant que, avant on dit, ici là ils vont casser, mais malgré ça les gens s'installent. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, non, j'en viens. Pour le moment, je parle de la question structurelle, la question formelle. Après, on va voir, ça rencontre maintenant la réalité. Comme vous avez dit, quand l'État doit agir, où il y a des choses à faire, je pense que généralement, l'État fait l'effort d'aller vers ses populations, aller sensibiliser, leur donner des préavis, et puis, généralement, là où il y a confusion, c'est qu'on ne sait jamais qui dit la vérité. Vous allez voir, les populations vont toujours dire, nous, on n'a pas été informés. Oui. Or, en réalité, elles ont été informées. Souvent même, elles ont été dédommagées. Mais la question, c'est quoi? Ça a été le cas de Bouribana. Voilà, le premier à être dédommagé, peut-être lui, il s'arrange à partir. Mais en même temps, vous voyez, il y a une sorte de malhonnêteté. Je voulais juste t'éclaircir quelque chose. Vas-y. Ça permet vraiment de donner l'essence à ce que tu dis. Ouais. Quand nous, on voulait faire notre mosquée à Dieu, on a dit, il y avait le tracé du boulevard Latry redressé. Okay. La mairie nous a dit qu'on peut s'installer le jour où l'État aura besoin du terrain, on va partir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui y sont, qui ont fait des maisons, j'ai vu même des immeubles. Une maison dans cette zone-là, à Dien, un appartement qui vend à 129 millions. Quelqu'un qui est dans le cas, tu dis, il s'est dit, voilà un terrain de l'État, les gens se sont installés, ils sont restés. Continue. Donc voilà. Moi, je peux rester. Donc je peux prendre le risque de m'installer. Continue. Voilà, et je répondis le jour où l'État, parce que c'est ça la force de l'État. Le jour où l'État a besoin d'un terrain, c'est ça la force de l'État. Parce qu'il faut comprendre. Malheureusement, l'État est sans état d'âme. Non, enfin, l'État est une dictature. C'est une force qui écrase. C'est pourquoi, si aujourd'hui vous avez commis la police, on diligente la police ou bien la gendarmerie, en tout cas les forces étatiques, d'aller vous emmener, on va le faire sans ménagement. C'est le système. Hein. C'est le système. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est voilà la réalité aujourd'hui. La dernière fois, j'écoutais la radio, même au Niger à présent, au niveau de l'aéroport. Au Burkina, au niveau de l'aéroport de Niamey, il y a un processus de déguerpissement. C'est la réalité. Nos pays sont en train de passer de la phase du sous-développement à une phase de pays, j'allais dire, à revenus moyens. On va vers le développement. Et ça va demander que tout ce qui ne respecte pas les règles urbanistes soit détruit. Ça, l'État va le faire. Maintenant, aujourd'hui, la question qui se pose, comment? La problématique. Voilà, la problématique. Comment arriver à faire cette urbanisation, en fait, cette formalisation de l'urbanisation, tout en tenant compte de la vie, des préoccupations des populations. C'est là la grande question. Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a eu comme une sorte de cacophonie au niveau du droit. Et c'est sur ça qu'on voulait que ça dit. Est-ce que les collectivités locales, notamment les mairies, jouent réellement leur rôle dans la sensibilisation, dans la transmission de l'information, de sorte à ne pas que la population soit toujours surprise lorsque les bulldozers arrivent? Bon, je pense que les gens font le travail, mais vous savez, il y a aussi l'attitude de certains agents de l'OSE. Je prends un exemple. À Port-au-Prince, par exemple, la mairie a écrit au district d'Abidjan pour savoir quels sont réellement les lieux à déguerpir. Ils ont appris. Ils ont appris qu'il y avait des lieux à déguerpir. Et là, le district autonome a répondu.
c'est qu'il y a 3 déguerpissements qui sont le fait du district. Zimbabwe, Toviato et Bridi Canal. Pourtant, il y a d'autres lieux qui ont été détruits. Monsieur Bandé Karamboko, qui a constitué la population de Port-Boué en groupement, et que leur porte-parole dit que certains quartiers auraient été déguerpis par la complicité des agents de la mairie, d'opérateurs économiques et autres là-bas, et que, vous voyez, donc ici... on a l'impression qu'ils veulent profiter de la situation. Voilà, c'est un fourre-tout. Ouais. C'est là la malhonnêteté. C'est-à-dire que pendant que, même à Koumassi, le procureur parle seulement de 5 coups. En tout cas, le communiqué a créé un tollé. Voilà, 5 coups et regardez ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on voit les images, parce que c'est dramatique. On est perturbés nous tous. Parce que donc, c'est pourquoi il faut aller... On ne peut avoir que de réponse définitive que si l'enquête va jusqu'au bout et qu'on arrive à situer les responsabilités. Mais avant cela, on a écouté la population. Vous avez vu tout le micro-trottoir. Aucune personne ne supporte l'État dans cette affaire. Parce que le timing, il est très mauvais, on n'en saisonne plus. Quand on casse les maisons, si on doit le faire, il faut le faire avant. Mais avant aussi, ils diront que les enfants sont à l'école. Oui, non, bon, vous savez... Il y a cet argument-là aussi qui tient. Comme je dis, c'est-à-dire que l'État, si l'État doit agir, l'État doit communiquer de sorte à avoir raison. L'État doit prendre l'opinion à témoin. C'est-à-dire que souvent, les choses se font dans les règles de l'art, et que l'État a raison. Mais malheureusement, comme on ne sait pas ce que l'État a fait comme communication, comme action de dédommagement, rien de tout ça, nous, on constate seulement les dégâts. Et là, c'est l'émotion de la population qui subit et les démolissements que nous écoutons. Et en ce moment, regardez, moi, j'allais dire, regardez à présent, moi, je suis communicateur, mais la communication des crises de l'État est mauvaise à présent. Vous voyez, tout le monde parle sauf l'État. On a eu seulement un communiqué laconique du procureur. C'est vrai, peut-être l'État va prendre du temps à communiquer, mais nous sommes dans une situation de crise. Ni le district ne communique, ni les mairies ne communiquent, ni le gouvernement. Peut-être on va attendre mercredi, après le conseil des ministres. Peut-être qu'il a répondu à la question comme quoi déjà il y a un soutien derrière le district qui a commencé ce travail-là. Non, je reviens, j'ai dit que la communication, nous sommes dans une crise. La communication de crise gouvernementale est très mauvaise. Et ce qui fait que l'État est, à nos yeux, l'État est affaibli dans cette situation. Parce que tout le monde y va. Comment on peut... parce qu'on dit que la grosse qui a permis à M. Louis Brou de le faire n'est pas véritablement... n'est pas reconnue au sein de la justice. Vous voyez que ça fait peur. Donc finalement, est-ce que la justice peut défendre... C'est là la question, vous avez bien posé la problématique. Est-ce que l'État aujourd'hui a des difficultés à protéger le citoyen? C'est ça c'est la grande question. Donc c'est pourquoi je trouve que la communication est mauvaise. Parce qu'à présent, c'est un flou, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement, on ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison. Donc l'État doit reprendre du poil de la bête pour nous faire une bonne communication, pour qu'on soit vraiment bien situé, qu'on sache réellement ce qui se passe avec preuve. Parce que la Côte d'Ivoire est rentrée dans une dimension où on ne peut plus avoir ce genre de choses, où peut-être des individus pensent qu'ils sont suffisamment forts pour faire du tort aux autres citoyens, alors que nous sommes égaux devant la loi. Donc ça, c'est une question de droit, une question de justice, et les droits a le devoir de nous informer pour qu'on soit tous situés. Malheureusement, quand la situation se présente, chacun veut mettre le drap sur lui. C'est-à-dire l'opposition, d'autres ONG qui ont disparu de la circulation, on les voit réapparaître. Alors, comment déjà protéger ces personnes qui sont... Quand on a tout détruit, on a une de nos consoeurs ici, malheureusement, qui est orpheline de père, orpheline de mère, on parle d'assez tout, dont la maison du père a été carrément et purement cassée. Moi, je connais bien ce quartier-là. Alors, comment déjà sauver les meubles? C'est vrai, le mal est déjà fait. Et on se demande comment sauver ces personnes-là qui sont en détresse dans cette situation. Surtout ceux de Koumassi qui, avec ce communiqué du procureur de la République, viennent de dire que ce qui a été fait est purement et simplement illégal. Je crois que l'élément fondamental que je peux relever, c'est que structurellement, notre communauté, de façon générale, la communauté nationale, ne semble pas être prête à faire face à ce genre
c'est ça le problème. Moi, j'appelle ça ce genre de désastre. Quand il y a eu, il n'y a pas eu. Usuellement, ce genre de trucs-là, c'est d'abord les religieux qui doivent réagir, ou les chefs même traditionnels au niveau de la... Disons la les ONG. Ouais. Bon, les chefs traditionnels, s'ils avaient été dans... Parce que bien qu'on n'oublie quand même pas, si c'est un village à l'intérieur où il y a une communauté traditionnelle véritablement. Non, je veux dire qu'il y a un président au niveau de Koumassi, au niveau du district d'Abidjan. Tu sais, les quartiers d'Abidjan où il y a des chefs communautaires, en fait, beaucoup ça rouge les titres. Se ronflant, mais en réalité, leur pouvoir ne soit pas aussi... Allez-y. Donc, c'est le premier élément. Au niveau de l'État, je crois qu'à partir de maintenant, il faudrait que l'État ait... il y a la protection civile. Mais je ne suis pas sûr que la protection civile est dans ses prérogatives pour faire face à ce genre de problèmes humains. Ils font face aux problèmes... Les catastrophes. L'Office national de la protection civile. Je crois qu'il serait bon qu'ils intègrent. Dans d'autres pays, je ne sais pas si je peux citer aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le FEMA, Federal Emergency Management Agency, qui dans ce genre de cas prend tout en compte, y compris la vie des individus, comment les reloger, le temps de trouver une solution. Or, je n'ai pas senti. Donc, je pense qu'il faudra que les autorités locales, particulièrement les mairies, aient à leur sein des réponses à ce genre d'éléments. Ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une catastrophe provoquée par les hommes, mais il faudrait qu'on puisse... Je lance aussi aux communautés musulmanes, les communautés chrétiennes, qu'on essaye de... Parce que je pense qu'on doit de plus en plus à faire face à ce genre de... Comme je dis, des catastrophes naturelles, ou bien on doit de plus en plus à faire face à ça. C'est ça. Nous, d'une proposition, on va en aller au deuxième sujet. Vous avez 1 minute. Bon, c'est M. Allez-y. Bon, je pense que la première des choses, c'est le regard de notre société. Est-ce que l'État doit voir que tout le monde, toutes les maisons doivent être à l'image de celle de Cocody? C'est la grande question, parce que moi, je m'inspire des Brésiliens. Les Brésiliens ont les favelas. Les favelas, ouais. Voilà, à Rio de Janeiro. Il y a des favelas, seulement on a permis aux favelas d'être vivables en leur donnant des infrastructures de base qu'il y ait des routes au moins, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait une sorte de salubrité. Parce que tout le monde ne pourra pas aller vivre dans une maison, dans un appartement de 300 000 francs à Abidjan. Il ne faut pas demander cela à cette population. J'ai vu quelqu'un dire, mais Abidjan, ce n'est pas forcé, il faut retourner au village. Mais si ces personnes retournent au village, ceux qui sont en train de se gosiller dans leur maison de Cocody, là, ils auront une servante, ils auront un chauffeur. On va dire maison de Makoro aussi. Je parle de Makori partout. Je veux dire, ceux qui pensent qu'ils ont les moyens et qui se gosillent devant cette situation, non. C'est ça. Il faut que l'État prenne en compte toutes ces choses. Et je suis d'accord avec ce que l'aîné vient de dire. C'est les citoyens. Ils ont été laissés pour compte. C'est vrai, il y a eu quelques initiatives sur Facebook où des gens disent je peux reloger tant. Ouais, mais c'est des initiatives individuelles qui n'ont pas d'impact. Ça ressemble un peu à de l'opportunisme, quoi. Il faut que notre État soit un État compatissant. Nous, on est musulmans. Il y a beaucoup de musulmans parmi eux. Regardez notre communauté. C'est de ça qu'on parle. Notre communauté est restée là, j'allais dire, inerte à regarder la situation. Si on était bien organisé, qu'on avait une section humanitaire bien huilée, ces personnes-là, on aurait pu leur donner les premiers secours. Venir à leur aide. Le secours, peut-être le secours islamique. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pose des questions de fond. C'est-à-dire qu'il faut que nous sommes musulmans. Il a l'azina amanu wa amilu solihat. C'est ça qui nous caractérise. Nous sommes croyants et nous sommes dans la bienfaisance, nous sommes compatissants. Par rapport à ça, en tant que musulmans, c'est une situation qui nous désole. Et il faut condamner cette situation parce que quand l'État ou bien des personnes suffisamment fortes font du mal aux autres, on doit dénoncer cela. Ouais. C'est vis-à-vis de Dieu, c'est pas normal. Parce que ces populations qui sont là, aujourd'hui, là, Dieu dit quoi? Entre l'opprimé et lui, il n'y a pas de voile. Ce qu'il profère comme malédiction va atteindre celui qui pose cette action. Que Dieu nous en garde. Est-ce que ça ne peut pas être même source de problème pour tout le pays entier? Parce que c'est des gens qui pleurent, des gens qui sont en désastre. Donc, je pense que
il faut attirer l'attention du gouvernement. Le gouvernement a été trop lent à réagir. Le gouvernement s'est trop tué. C'est une question de droits de l'homme. Il faut assumer le minimum aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que l'État doit réagir. L'État doit réagir le plus tôt possible et qu'on dise non, on va les reloger. Non, on doit avoir une situation d'urgence pour venir en aide à ces populations éplorées. En tout cas, la Commission nationale des droits de l'homme a fait un communiqué pour également... Juste normalement, avant de casser, oui. Il faut qu'on pense à la solution. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qui sont faites. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. Donc, avant de casser je suis d'accord avec vous. Un endroit, on a pensé à ce qu'on fait des populations. Comme ce fut le cas de Bouribana, on a trouvé un coin quelque part je crois que c'est Songon. Même là, on a trouvé, mais est-ce que ce n'était pas aménagé? Songon? Ce n'était pas aménagé. Bon, on a trouvé un endroit, on a cassé, mais il n'y avait rien. Le terrain était, l'espace était trouvé, mais il n'y avait rien de fait. Que Dieu nous aide. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Il faut que le gouvernement communique. C'est important. Inch'Allah. En tout cas, nous compatissons avec que nous soyons kuntum khayru. Merci les oustas. Voilà, c'était le sujet. Nous compatissons à la douleur de toute cette population meurtrie par ces déguerpissements dans le district d'Abidjan. Deuxième sujet, c'est sur le mondial, avec votre permission. Jeudi 11 juin, la 23e édition de la Coupe du Monde a ouvert ses portes au Mexique, précisément avec le premier match. Mais si vous avez regardé le premier match, non, c'était un bon match. Malheureusement, personne n'a supporté l'Afrique du Sud. En tout cas, où j'étais. C'est à cause de l'actualité. Moi, j'ai regardé, mais le match. Même sur les réseaux sociaux, pratiquement aucun Africain. Pratiquement, même le gardien de but de l'Afrique du Sud, ça n'est plein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça reste à vérifier. 48 pays sont en compétition pour remporter Dame Coupe. Mais cette fête sportive est entachée de certaines situations qui jettent le discrédit sur la FIFA. Malheureusement, il y a les États-Unis, l'un des pays organisateurs, une fête contrasté par le trumpisme et le clan MAGA. On va suivre ce reportage de nos confrères de TV5. L'extérieur du terminal de l'aéroport international de Miami a beau exposer les drapeaux du monde entier, l'accueil pour certains étrangers est incertain. Omar Abdulkadir Artan, qui devait officier en tant qu'arbitre durant le mondial, a dû faire demi-tour. Désigné meilleur arbitre africain en 2025, Omar Abdulkadir Artan disposait pourtant d'un visa en règle. La police aux frontières américaine a simplement expliqué que le voyageur a été soumis à une inspection supplémentaire, une étape de routine à l'issue de laquelle il a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents. La Somalie est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés par l'administration Trump d'une interdiction d'entrée aux États-Unis. La Somalie est considérée par beaucoup comme le pire pays sur Terre. Je ne sais pas, je n'y suis pas allé et je n'irai pas de sitôt, j'espère. Sur le site de la Fédération internationale de football, le nom d'Omar Abdulkadir Artan a été aussitôt effacé de la liste des arbitres pour ce mondial 2026. La FIFA, il y a quelques heures, s'est fendue d'un communiqué entérinant la décision américaine. La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte. C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. Jusqu'à 15 000 $ par personne, c'est le montant de la caution exigée par les États-Unis aux détenteurs de billets originaires de plusieurs pays d'Afrique. Des supporters ghanéens notamment ont vu leur visa refusé. Breel Ebolo, attaquant de l'équipe suisse, a dû attendre 3 jours avant de retrouver ses collègues. Basé à Tijuana au Mexique, l'Iran, dont la délégation est incomplète, devra entrer et quitter le territoire américain le jour de ces matchs. Retour ici au studio Cheikh Aboubakar Fofana, c'est le deuxième sujet. Je pense que la Côte d'Ivoire joue demain à 23h, que les États-Unis même ont battu le Paraguay par 4-1. Notre service sportif est en branle, avec Elaï Doucouré Ibrahim, Sport Actualité, grand débrief, c'est tous les samedis à partir de 9h30. Alain Nourdine, est-ce que c'est une fausse note pour la FIFA, pour Gianni Infantino, qui a déclaré, et je cite, que la Coupe du Monde, c'est la Coupe du monde entier. Laissant faire Trump. Alors qu'au même moment, d'autres pays sont exclus. Je pense à la Russie. Bien sûr. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Quel est votre regard et votre analyse? Non, la question fondamentale qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas Trump, le gouvernement de Trump, qui a accepté l'organisation de la Coupe du Monde. C'était sous les démocrates.
qui, vous le savez, voulait faire de cette fête vraiment un moyen de soft power pour l'Amérique. Sauf que au moment où on doit jouer la coupe, le pouvoir n'est plus le même. C'est Trump qui est au pouvoir, avec le maganisme, on avait dit, qui, première des choses, c'est quoi? C'est une sorte de recentrage surtout sur l'Amérique, une sorte de phobie de l'immigration, une sorte de protection de l'Amérique contre les hordes, entre guillemets, d'immigrants qui arrivent. Donc aujourd'hui, Trump, ce gouvernement, il est dans la logique de voir les supporters qui arrivent comme des probables immigrés qui risquent d'y rester. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout cela. Voilà, par exemple, nous, on n'a pas de supporters. On est en train d'organiser les Ivoiriens qui vivent aux États-Unis pour pouvoir supporter les éléphants. Ouais, les supporters ivoiriens ne sont pas partis. C'est la même chose pour la plupart des Sénégalais. Je vous assure, l'Argentine, en fait, c'est tous les pays qui même l'Argentine n'a pas de supporters. Mais pourtant, le président argentin, bon, on va dire le premier argentin et puis Trump. Et puis, ils sont fous de ça. Pour eux, ils voient le Sud comme un Sud envahissant. Donc, tous les pays qui viennent du Sud, là, c'est eux qui n'ont pas de visa. Regardez l'Iran et autres. Vraiment, je pense que Trump applique ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment une façon de le faire, de montrer que l'Amérique ne va pas céder à ce que lui, il a émis comme... Mais là où on est dessus, c'est le comportement de la FIFA. Voilà, vraiment, la FIFA a capitulé en disant, oui, par exemple, le cas de Ousmane Abdelkader Attal, meilleur arbitre africain, sous prétexte qu'il est somalien. Il a même dit que la Somalie était le pays le pire du monde. Mais je pense que si la FIFA était quand même un peu plus sérieuse, excusez-moi de dire ça comme ça, mais est-ce que c'est le seul pays? Il y a 3 pays qui organisent la Coupe du Monde. On aurait pu faire un échange. Il y a le Mexique. Prends un Européen qui devait habiter un match au Mexique, qui vient habiter le match à la place de Artan, et puis Artan va au Mexique ou bien au Canada. On aurait pu faire cela. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui... Ils ont carrément effacé son nom même dans le stade. Voilà, et il faut le dire, aujourd'hui, ce n'est pas la fête qui devait être la fête du monde, malheureusement, va être une fête virtuelle, parce que c'est sur les écrans qu'on va... Il y a un communiqué qui disait que le Canada l'aurait accepté. Est-ce que c'est vrai? Non, on n'a pas encore vraiment là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que Trump, en train de faire du trumpisme, c'est-à-dire, vous savez, sa phobie de l'immigration, pour eux, les gens qui viendront vont profiter pour rester dans son pays, il n'en veut pas. Donc, il met toutes les restrictions. $15,000, vous imaginez, par personne. Ça fait combien de francs? Je crois 10 millions. 10 millions. C'est combien d'Ivoiriens, enfin, peuvent aller dépenser 10 millions pour pouvoir... Et ça, c'est la caution. Ça n'a rien à voir avec l'hôtel dans lequel tu vas loger, la nourriture, le transport, ainsi de suite. Donc, c'est une sorte de, j'allais dire, de barrière. Ils ne veulent pas que les gens y rentrent. C'est les Américains seuls qui vont fêter. Bon, nous, on va fêter de nous, on va regarder nos sportifs. Mais il faut dire que bon, on aura le temps d'en parler. Pour moi, c'est vraiment un acte symbolique de la rupture dans le monde, entre le monde d'avant et le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ou la question du racisme. Ou la question... On y reviendra. Ouais. Mais c'est ça, je veux dire que c'est symbolique. Parce que c'est un regard méprisant envers les pays du Sud. Et ça... C'est une sorte de suprémacisme qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire, toi, tu ne rentres pas ici, toi, tu rentres ici, alors que c'est juste la fête du monde, la fête du football. En tout cas, il faut transformer ces menaces-là en opportunités, comme le disent les stratèges. Alors, je vois qu'il y a l'ancien président de l'UEFA, le célèbre numéro 10 de la France, Michel Platini, qui a d'ailleurs porté plainte contre la FIFA, je crois, Infantino également, pour ce que nous savons, la corruption, etc. Mais avant que ça porte, pour le moment, il est là. Vous qui maîtrisez les États-Unis, est-ce que ça ne va pas un peu gâcher la fête? Est-ce que qu'est-ce que les Américains en pensent? Vous avez un peu lu un peu les articles et regardé un peu les médias américains, et là, Diabaïbou. Disons, par rapport à ce que j'ai pu voir sur les médias autres, ce qui gêne le plus le public américain, c'est les tarifs des stades. C'est ça qui les gêne le plus. Les billets. Oui. Parce que les billets sont excessivement élevés. Donc, ça. Bon, par rapport à mes lectures, il y a beaucoup de personnes qui ont préféré. Je peux le prendre. Et puis, un autre élément, c'est qu'avant, les mois précédents, il y avait des spéculateurs qui avaient bloqué de nombreux billets, espérant faire de la spéculation là-dessus. Donc les prix sont montés à plus de $1,000. Il y a des stades où les billets les moins chers étaient plus de $1,000. $1,000, ça fait près de 500 000, 600 000. Plus de 500 000. On va regarder un match de 90 minutes. Les places les moins chères
qu'est-ce que ça devient, je ne sais pas. Comment ceux qui ont pris ces billets-là, comment ils vont remettre sur le marché, à quel prix, je ne sais rien. Et donc, ce que je dis, c'est que du côté de la population, ceux qui aiment le football, il y a énormément de Spanish, ceux qui viennent d'Amérique du Sud. Il y a moins de... Mais malheureusement, qui ont des revenus moins élevés. Donc, l'impact, bon, on verra. Mais en tout cas, moi personnellement... Comment on appelle la tendance au niveau de atteindre la présence des spectateurs au terrain, on verra qu'est-ce que ça donne. En tout cas... Parce qu'en 1994, la Coupe du Monde qui a eu lieu au stade en 1994, je pense que c'est ça qui a attiré Infantino, qui a carrément transformé le football, non plus en sport, mais en business. Aujourd'hui, l'aspect sportif a complètement disparu. Même les joueurs professionnels s'en plaignent. On multiplie les matchs à gauche, à droite, juste pour faire rentrer de l'argent. En 1994, ça a été la Coupe du Monde qui a eu le plus de spectateurs dans toute l'histoire. Bon, je ne sais pas s'il y en a eu après, mais avant 1994, c'est la Coupe, l'édition qui a eu le plus de spectateurs et qui a fait rentrer le plus d'argent. Oui, en tout cas, il y avait les grands stades. Et aujourd'hui, avec la MLS, la Ligue du sport, qui a pris de l'ampleur aux États-Unis, donc les gens, la FIFA, ils ont complètement perdu, ils voient de l'argent. Malheureusement, au détriment du spectacle et bien sûr. Malheureusement. Et même on s'est fait exprès les breaks, les cooling break pour que les gens c'est juste pour la publicité. C'est 20 secondes, ça coûte extrêmement cher. Pour qu'il y ait plus de publicité. Donc, bon, Infantino, c'est vrai au niveau des stades, des billets, tout ça, mais ce sur quoi il compte, c'est la publicité. Alors, pour finir ce sujet, alors est-ce que c'est pas avec l'affaire des Iraniens et autres pays dont les États-Unis détestent, est-ce que c'est pas... Avant qu'il intervienne, allez-y. Je voulais juste dire, vous savez, la réalité du monde. Machiavel, il a fait son article il y a très longtemps, on le cite encore, c'est la loi du plus fort. C'est ça la réalité. Donc la loi du plus fort est tout. La Coupe du Monde en Russie, le gouvernement russe refuse le visa à un arbitre. Tous les pays européens disent on se retire. Toutes les fédérations européennes auraient menacé de se retirer si on ne leur donne pas son visa. Mais c'est les États-Unis. Oui. C'est vrai. C'est le plus fort. Donc et la force de Trump, c'est d'utiliser cette masse énorme contre la puissance américaine. Alors, justement, sur la question, est-ce que la guerre au Moyen-Orient ne s'est pas transportée dans cette Coupe du Monde avec ce qui se fait à l'équipe de l'Iran? Non, on ne peut pas dire que ça s'est transformé parce que... Transporté, oui, non. Ça dit qu'ils sont dans une logique. À preuve, à présent, il y a un espoir d'avoir un accord. En tout cas, Trump, pour moi, ça fait. Quand on analyse, Trump ne veut pas que la Coupe du Monde vienne remettre en cause, vis-à-vis de ses supporters, sa marche, les principes du magaïsme. Donc c'est ça. Quels sont ces principes-là pour rappeler à nos téléspectateurs? La première des choses d'abord, c'est que d'abord l'Amérique aux Américains. American first. American first. Amérique aux Américains. Et on a là tout le monde entier, des supporters, des milliers de personnes qui arrivent aux États-Unis. Vous imaginez? Alors que les États-Unis ont fermé leurs frontières, il y a une sorte de protectionnisme contre ceux qui doivent arriver aux États-Unis. Même quand on veut faire un voyage aujourd'hui, vous voyez que pour avoir même un visa, c'est compliqué. Quelqu'un comme Wole Soyinka, prix Nobel de la paix, qui donne des cours dans les universités américaines, c'est vu refusé parce qu'il a critiqué, il critique ce pouvoir-là. Donc, si on laisse entrer les gens comme pour Trump, c'est une manière de contredire sa façon d'être. Donc, il faut qu'il soit fort. Je suis d'accord avec vous que aujourd'hui, avec la guerre au Moyen-Orient, il semble affaibli parce que pour lui, c'est la force qui doit dicter. Et l'Iran a pu riposter, il est obligé de négocier, il ne peut pas écraser l'Iran. Mais là, dans son pays, en agissant ainsi, en montrant qu'il protège l'Amérique, il parle à ses supporters. Il parle c'est une question à son électorat. C'est une question de politique intérieure parce que dans peu de temps, il aura les élections de mi-mandat. Donc, c'est une façon un peu de revigorer son magaïsme vis-à-vis de son échec au Moyen-Orient. Donc il y a tout ça l'un dans l'autre qui fait que Trump s'en fout. D'ailleurs, même quelqu'un disait que peut-être qu'il va commencer à regarder les matchs
si les États-Unis commencent à gagner, qu'il y a l'engouement de la population. Sinon, les États-Unis ont gagné 4 ans. Voilà, s'il voit un engouement, là, il va aller au stade et puis se dit, bon voilà, il est puissant. Grâce à lui, l'Amérique écrase les autres. Au moment où je vous parle, je pense qu'il y a le match Maroc-Brésil. La Côte d'Ivoire rentre en lice demain. Demain à 23h. À 23h contre l'Équateur. On dit bonne chance aux éléphants. En tout cas, nous, on vous fait vivre cette Coupe du Monde à notre manière sur la radio et la télévision, sous la conduite d'Elhadji Ibrahim Doucouré dans Sport Actualité, le grand débrief, le JT du Mondial et Mondial sur Al Bayano. On va aller pour la pub et se retrouver juste après. La grande aventure Jardin Vacances 2026 commence. Pour cette première manche éliminatoire, retrouvez Sabil Fala d'Adjamé Saint-Michel, EPC Kanté Boakari d'Odjéné, École Al-Arafa, EPC Mixte d'Oumbia d'Adjamé, les enfants de la mosquée Siad Primo, qui décrochera sa qualification pour la suite de la compétition. Rendez-vous ce mercredi 17 juin 2026 à partir de 13h à l'auditorium de la mosquée Salam du Plateau. Ticket d'entrée, 1000 francs CFA seulement. Le t-shirt est à 3000 francs. Venez nombreux soutenir votre équipe. Jardin Vacances, c'est divertir pour former. Infoline 01 72 00 27 78. On s'applaudit très très fort. Dernière ligne droite de cette émission, le troisième sujet, on parle de la France. La France, pays de culture, de liberté d'expression et d'ouverture, fait face à la montée du racisme. La France a-t-elle honte de ses enfants d'origine non européenne? L'un noir américain est plus considéré auprès de l'opinion française qu'un noir français. Partout, des noirs font la fierté de la France. On va dire même de ceux qui ne sont pas noirs, arabes. On parle de Zidane, Benzema, Mbappé, pour ne citer que ces footballeurs. La France face au démon du racisme, un vivre ensemble défiguré. Est-ce que c'est l'élection de Bali Bakayoko qui a la peau noire mais qui raisonne français qui dérange? Ou bien ils ont peur qu'un noir soit à la tête de la France comme ce fut aux États-Unis avec Barack Obama? Votre avis à Elhadji Abaïbo? Une frange très très importante de la population française a gardé l'image de colonisé. Et vous savez, psychologiquement, c'est parfois difficile quand vous avez un esclave, quelqu'un qui vous donne des ordres, qui un matin s'élève, qui vous parle d'égal à égal. Psychologiquement, c'est pas évident. La société avait besoin d'une évolution, mais elle n'a pas su le faire. Elle est restée figée. Certains, donc c'est pas tous les Français, mais une frange importante, je le répète, est restée figée cette image. Donc ils ont du mal à comprendre que des anciens colonisés, des peuples sauvages, des gens qui dorment dans les bois, des gens qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucune civilisation, qui n'ont aucun passé, qui n'ont aucune histoire, viennent s'arroger des droits et qui plus est, pensent à intervenir dans la gestion politique. Ça, c'est un peu trop fort pour certains. C'est un peu comme aux États-Unis, quand Obama est devenu président. Il y a des populations, c'est un cauchemar pour une partie de la population américaine. De voir l'ancien esclave, surtout sa femme qui est, encore qu'Obama il est métis, ouais. Mais sa femme qui est l'ancienne descendante directe d'esclaves, aller dormir à la Maison Blanche. Il y a des gens qui applaudissent, mais ça a été un cauchemar pour certains. Donc en France, c'est un peu la même chose. Voir une ville comme Saint-Denis dirigée par un noir d'origine malienne, pur, c'est même pas un métis. Même quand on le voit, il est là, Balik Bakayoko. Voilà. Même sa physionomie rappelle. Donc, c'est ça le drame. Et malheureusement, l'économie mondiale a fait en sorte que les exclus de cette nouvelle économie s'en prennent à ceux qu'ils appellent les anciens colonisés qui veulent les coloniser. Donc c'est un peu cette phrase. Donc c'est ce schéma-là que l'extrême droite renvoie. Si vous ne faites pas attention, ceux-là vont venir prendre votre place. Et là, pour je dis qu'il y a une vieille dame qui est à Saint, je ne sais pas moi, à Saint-King, quelque chose en France, dans une petite ville de 5000 habitants.
ça dépasse son entendement. Son entendement. Que Dieu nous envoie écouter l'analyse de El Hadj Nourdine, tout en précisant qu'il y a une situation vraiment dramatique qui a eu lieu cette semaine à Belfast, en Irlande du Nord, où un Soudanais, on ne va même pas dire un immigrant, puisqu'il est illégalement installé là-bas, a eu des problèmes avec un Irlandais. Il y a eu mort. Ouais. Et tout de suite, les gens se sont levés contre les immigrés, contre d'autres personnes. Cela montre la face hideuse du racisme en Europe. Précisément, on parle maintenant de la France où le vivre ensemble est défiguré, avec ces nouvelles figures montantes qui dérangent et qui fait que on ne veut pas voir les Noirs. Pourtant, ils font partie entièrement de la société française. Oui, je pense tout à l'heure, je le disais, on rentre, ces soubresauts-là montrent qu'on rentre dans un nouveau monde. Un monde où les extrêmes veulent prendre le pouvoir. Vous savez, c'est un monde où le Sud est en train de s'exprimer. Où ceux qui avant n'avaient pas voix au chapitre sont en train de s'imposer. Avec pour locomotive la Chine, les pays d'Asie et le Brésil. En tout cas, le Sud global est en train de porter. Quand on parle de BRICS, c'est ça. Et aujourd'hui, ces gens qui ont eu l'habitude de dominer le monde se rendent compte que, au fur et à mesure, ils sont en train de s'affaiblir. Et donc, d'où toutes les théories qu'on a développées, la théorie du grand remplacement, ainsi de suite. Choc des civilisations. Donc, du coup, il y a une sorte de la peur de voir ce renversement historique, fait que des extrêmes montent. Et ce sont ces extrémistes-là qui prennent le pouvoir un peu partout en Europe. Pour nous, ça nous choque parce que c'est la France. La France, le pays de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, qui aujourd'hui est en train de devenir un pays d'exclusion. Alors, je vais prendre juste une parole de Mélenchon, qui aujourd'hui est l'homme politique qui permet à ces immigrés-là de s'exprimer politiquement. Parce qu'aujourd'hui, les dernières élections ont montré une vague d'enfants issus de l'immigration qui sont devenus maires. Et le plus emblématique, c'est Bali Bakayoko, qui aujourd'hui, j'allais dire à la trompe, à Mamdani, j'ai dit à la trompe, excusez-moi, à la Mamdani à New York, aujourd'hui en train de séduire. Parce que c'est un Français, on voit un homme, c'est un Français. Quand il parle, c'est un Français, il réfléchit comme un Français. Sa femme est française, elle est française de souche. C'est un haut cadre de la RATP, comme les autres là-bas, ceux qui gèrent les métros, les bus. Donc c'est pas n'importe qui, mais qui a milité depuis son bas âge, dans les associations, a été dans les mairies, connaît le système. Et à un moment donné, il s'affirme. Parce qu'avant, les immigrés sous-traitaient leur représentation à des élus socialistes ou bien communistes, blancs. Ça ne gênait pas. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités, de s'affirmer, d'être là. Il y a là, en ce moment-là, une de nos sœurs d'origine ivoirienne, je crois, c'est Zézé, qui a été députée également. Allez-y. Oui, Rachel Keke. Aujourd'hui, quand vous allez à qu'on appelle à Mantes-la-Jolie, un peu partout, il y a aussi des immigrés d'origine. Donc, ça effraie la France. Et pour eux, ça va corroborer. Est-ce qu'on va pas dire ça effraie une certaine une partie des Français. Et ça va corroborer la théorie du grand remplacement. Or, comme le dit Mélenchon, un tiers des Français aujourd'hui ont soit un père ou bien un grand-père issu de l'immigration. Et donc, cette coloration de la France aujourd'hui, que lui-même il appelle la Nouvelle France, la Nouvelle France où on trouve des Français de tous, mais surtout une bonne partie d'enfants issus de l'immigration. Est-ce que cette France-là doit continuer à vivre en excluant cette partie? Non. Aujourd'hui, vous voyez par exemple quelqu'un comme Vincent Bolloré, ce grand ce milliardaire, il a mis sa fortune à financer le racisme. Aujourd'hui, la chaîne CNews est accusée de tous les propos. Et donc, vous voyez un peu, c'est des gens qui viennent ici dans nos pays, qui ont exploité un peu nos ports autres là-bas, comme des colons l'ont fait avant, qui s'est enrichi en Afrique. Aujourd'hui, c'est lui qui finance le racisme, qui finance le RN. Donc aujourd'hui, même on peut dire de Elon Musk, l'homme le plus riche du monde également, qui finance également, qui est d'accord avec ce qui se passe. Donc ça pose la question du suprémacisme, comme vous avez dit. C'est-à-dire que beaucoup d'Européens pensent qu'aujourd'hui, ils doivent toujours être ceux qui gouvernent et les opprimés, enfin, les colonisés d'avant, les gens qui ont été mis à la touche n'ont pas voix au chapitre. Or, aujourd'hui, le monde est en train de changer. On est dans cette dynamique-là où les choses se renversent. Donc, c'est sûr que demain, pour terminer, avant de permettre à Abaye, il n'est pas exclu qu'un Noir soit président en France. Mais ça va arriver. Que ce soit... C'est une dynamique. On est dans une dynamique, la société change. Et puis, les nouvelles générations. Parce que ceux qui réagissent là, la plupart d'entre eux,
C'est les anciens là, qui se disent le monde dans lequel ils ont vécu est en train de disparaître. Les Zemmour là. Mais quand vous allez en France, pour la plupart quand même, les jeunes, ils n'ont pas de problème entre eux. Le jeune noir peut courtiser une jeune fille blanche sans arrière-pensée. Surtout que les stars du monde et de la musique, ce sont les noirs. Les Mbappé. Le bon exemple, c'est quoi? Pendant la Coupe, les Jeux Olympiques, vous voyez que tout j'allais dire, ce bashing dont a été victime Aya Nakamura, parce qu'elle devait chanter, et on trouve que non, elle n'est pas représentative de la France. Le français qu'elle parle n'est pas un français. Mais elle vient de remplir 3 jours de suite le stade de France, c'est pour vous dire plus grand stade de France. C'est pour vous dire que le chien aboie, la caravane passe. Les anciens, c'est les anciens qui aboient. Mais la nouvelle génération, ils n'en ont que. Ils vivent leur vie, ils vivent une société métissée, et c'est ça qui va s'imposer tôt ou tard à la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en démocratie, et c'est celui qui aura plus de voix qui sera élu. On espère, pour moi c'est mon point de vue, on espère que Mélenchon sera un jour, va pouvoir remporter les élections de 2027 et que pour que la France vraiment change dans le bon sens. Il y a beaucoup de candidats, il y a Bardella du peu importe. Il y a le jeune Premier ministre qui a été l'ex-Premier ministre Attal qui est candidat, etc. Bon, on verra. Et puis il y a l'ancien Premier ministre également, Philippe, qui est candidat. Bon, on il y verra. a De Villepin également qui est candidat. On termine avec vous. Est-ce que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis peut arriver Non, je voulais nuancer quand même ce que le docteur a dit. Nuancer. Oui. C'est votre droit. Vous savez, quand vous regardez la carte des États-Unis, c'est vraiment la carte électorale. C'est très indicatif. Vous avez les grosses agglomérations où les démocrates sont. Et partout ailleurs, les républicains. En France, on ne fait pas des cartes démographiques. Mais c'est la même chose. Les grandes villes comme Paris, Marseille. Ceux qui sont dans les grandes villes, les jeunes dont tu parles, ils n'ont pas du tout la même lecture sociale que ceux qui sont dans la petite ville. Bien sûr. Donc, ce n'est pas les jeunes. C'est la nuance que je veux apporter. Non, mais c'est pas cette jeunesse que tu dis. Parce que. Non, ce que je veux dire ici, c'est que Mélenchon, c'est vrai, nous parlons de la question raciale, mais Mélenchon touche, il porte la voix des plus faibles, des exclus. Et c'est une société qui est aujourd'hui les Français, la plupart sont... Ce que je veux te dire, c'est que si tu prends l'électorat, si tu prends l'électorat de Mélenchon, je suis sûr que ça sera 80% urbain. Je suis sûr. Mais Mélenchon ne touche pas seulement, il parle aux Français qui ont des difficultés. Je n'ai pas de sociologiquement. Mais il y a des indécis. Le discours que tu dis là, oui. Ceux qui sont dans ces petites communes rurales hautes, dans les petites villes là, oui. D'abord ils n'écoutent pas Mélenchon. Ok. Ça c'est un. Mais ils écoutent qui le RN. Bien sûr. Ok. C'est ça l'élément fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as une division fondamentale de la société occidentale. Pas française seulement. Occidentale. La société occidentale. Et le pire, c'est que les uns n'écoutent pas les autres. C'est-à-dire que ceux qui lisent, qui écoutent Mélenchon, qui sont plus ouverts, qui sont plus cultivés, ceux qui écoutent Marine Le Pen n'écoutent pas Mélenchon. Une fois, j'ai vu une... Pour terminer, j'ai vu, je ne sais plus où j'ai vu, où quelqu'un demandait, on accusait les Iraniens, tant. Et la demande, c'est est-ce que tu as lu une fois? Il dit non. Il a pris sa position par rapport à ce que la télévision lui a dit. Bien sûr, c'est ça. C'est un média qui façonne. C'est pourquoi Mélenchon a lancé « On est chez nous ». C'est l'élément le plus important, c'est cette division. Ça fait que c'est très très difficile. Aujourd'hui, le croisement, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais... Non, mais la division elle est frontale. En tout cas, c'est une réalité. C'est une dynamique. On est dans une dynamique, on va voir ce que ça passe. Le racisme est une réalité sur ce terrain-là et que les uns et les autres, c'est... Et puis c'est l'occasion de dire à nos frères et sœurs qui veulent immigrer, restez chez vous. Ici, vous avez à boire et à manger. Tu changes la corruption et autres, ils vont rester. Voilà. Et puis, pour terminer, c'est notre dernier passage avant la nouvelle année. Oui. Donc je vais en profiter pour présenter mes meilleurs vœux à tous nos spectateurs, téléspectateurs, à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter. Je leur dis merci. Et nous promettons à Al Bayan de faire de notre mieux pour améliorer. Inch'Allah. En tout cas, c'est les mêmes vœux, les vœux surtout de paix, de santé et surtout d'épanouissement à tous les niveaux. Et nous prions Allah d'être toujours là pour vous servir, pour que la télévision Al Bayan, le groupe média Al Bayan soit toujours la meilleure sur la place en Côte d'Ivoire dans la sous-région. Inch'Allah. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs. Vous étiez très très nombreux.
et nos internautes à nous suivre et suivre les programmes de la radio et de la télévision. On va chercher la lune ensemble le lundi dès 18h avec les imams qui vont donner l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle si la lune est vue ou pas. Mais par anticipation, nos éditorialistes maison, El Hadj Nourdine, docteur Nourdine, El Hadj Abaïbou, docteur Kamagate et docteur, que Dieu fasse que vous soyez docteur, docteur Alioune Touré, docteur professeur Konaté Siandou et tous les autres et puis qui font que cette émission demeure dans le programme de la télévision albayane. Merci à la réalisation Hassan Traoré Métogra, ingénieur de son Traoré Moussa, sans oublier l'ingénieur photo monsieur Kofi Yeboah. Cette émission a été préparée par Soumaro Kanaté Daouda avec l'aide de Doumia Fatou, excellente suite de programme, et sans vous oublier Diara au caméraman. Merci à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.